Bien le bonjour, nous avons le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de la chaîne Mémoire de l'Union française. Aujourd'hui, nous revenons sur un grand classique, l'uniforme français de 1916 à 1918. Nous allons étudier cet uniforme au travers d'un front méconnu, le front d'Orient. D'avril 1915 à fin 1918, les armées alliées d'Orient, français, britanniques, anzacs, australiens et néo-zélandais, russes, serbes, puis roumains et grecs affrontent les troupes turques, austro-hongroises, allemandes et bulgares. Au plus fort de la bataille, 600 000 hommes s'opposent. Après le bombardement des côtes turques par les navires français et britanniques le 19, puis le 25 février 1915, et son échec, les Turcs se sont bien retranchés sur les hauteurs des côtes. Le 25 avril 1915, l'opération est déclenchée. Les Alliés débarquent sur la presqu'île de Gallipoli, dans les Dardanelles, avec un objectif, prendre Constantinople. Commandé par le général Gouraud, l'infanterie métropolitaine et coloniale, les Zouaves et la Légion étrangère sont au rendez-vous. Martiniquais et Sénégalais également. On trouve aussi des unités indo-chinoises, 3 bataillons malgaches et des éléments tahitiens. L'opération est menée dans la pagaille et est très coûteuse. Les troupes alliées s'emparent au corps à corps de certaines positions turques, mais doivent les abandonner faute de renforts. Le bombardement et le mitraillage constant, accompagnés de la présence permanente de tireurs de précision, conduisent les Alliés à creuser des tranchées. Cette opération a coûté la vie à 180 000 soldats alliés, dont 30 000 Français, ainsi qu'à 66 000 Turcs. Le climat méditerranéen s'exprime avec toute sa brutalité et ses excès durant l'opération des Dardanelles. Les températures sont très élevées et l'eau est rare. Les hommes ont soif et sont constamment harcelés par des nuées de mouches. Mais la pluie peut être violente aussi. Le mardi 16 mars 1915, le médecin Arnaud Pomirau note « La pluie et le vent violent qui ralentissent les opérations de débarquement à Lemnos. Le plus souvent, la chaleur est accablante dès 6 heures du matin, ainsi que la poussière. » Résignés, les Alliés évacuent leur corps expéditionnaire et le transfèrent à partir d'octobre à Salonique, en Macédoine. Le corps expéditionnaire est alors commandé par le général Saraï, qui y fera édifier un véritable camp retranché. Puis, pendant 2 ans, les tensions entre chefs, le manque de troupes et la complexité de la situation aboutissent à une quasi-neutralisation du front de Salonique. Malgré un début de campagne assez favorable contre l'Autriche-Hongrie, reprenant Belgrade qui était tombé aux mains des Autrichiens en décembre 1914, la situation devient critique après l'entrée en guerre de la Bulgarie aux côtés des empires centraux et l'offensive générale austro-germano-bulgare déclenchée le 6 octobre 1915. L'entrée en guerre des Bulgares provoque l'effondrement de l'armée serbe qui doit se replier à Corfou. À la fin du mois d'août 1916, l'armée française commandée par le général Saraï dispose à Salonique de 4 divisions, soit 50 000 combattants dont 33 000 fantassins. Il faut y ajouter 42 000 Anglais, 51 000 fantassins serbes et 10 000 Italiens. Du 9 au 18 août 1916, 3 divisions françaises et une division britannique du corps expéditionnaire de Salonique, avec 45 000 hommes et 400 canons, lancent une offensive contre les positions de l'armée bulgare au lac d'Oïran. Les Alliés sont contraints de se replier sur leur position de départ avec de lourdes pertes. L'offensive de Florina, le 12 septembre 1916, progresse d'une vingtaine de kilomètres de profondeur sur une quarantaine de large jusqu'au 17 septembre, où les lignes se stabilisent et où la résistance bulgare se durcit. Du 12 septembre au 19 novembre 1916, la bataille de Monastir permet aux troupes françaises et serbes de percer les lignes bulgares et d'atteindre la vallée de la Serna. Le 2 décembre, l'armée d'Orient du général Saraï occupe Athènes après de sévères affrontements avec les Grecs afin d'y mettre en place un gouvernement favorable aux Alliés. Du 12 au 18 mars 1917, des combats ont lieu autour du lac Prespa et de la côte 1248. Au mois de mai, la bataille de la boucle de la Serna et du Vardar sont une tentative des troupes françaises et serbes de dégager la ville de Monastir enserrée par les troupes germano-bulgares. La Grèce, jusqu'alors neutre, entre véritablement dans la guerre aux côtés des Alliés. Du 29 au 31 mai 1917, la première bataille du Skradilegen se déroule autour de la position fortifiée de ce sommet du massif montagneux du Païko au nord-est de Salonique. Lors de cette bataille, les troupes grecques, appuyées par une brigade française, remportent une victoire sur les forces bulgares. Du 29 au 31 mai 1918, la seconde bataille du Skradilegen permet cette fois-ci de s'emparer de cette position. Le 15 septembre 1918,
La bataille de Dobropolije marque le début de l'offensive alliée qui permet aux troupes françaises et serbes de percer les lignes bulgares et mène à une victoire décisive. Du 24 au 29 septembre 1918, la manœuvre d'Uskub, aujourd'hui Skopje en Macédoine, permet aux troupes alliées, commandées par le général Franchet d'Esperet, d'exploiter la percée du front en remontant la vallée du Vardar en direction de Velech et d'Uskub, coupant ainsi l'armée bulgare en deux et obligeant la Bulgarie à demander l'armistice. Le 29 septembre, l'armistice de Salonique est signé par la Bulgarie et les puissances alliées, représentées par le général Franchet d'Esperet. En octobre, les troupes françaises marchent vers la Hongrie. Le 31 octobre, la Turquie signe l'armistice à Mudros. Il faut attendre septembre 1918 pour que le général Franchet d'Esperet conduise les armées alliées d'Orient à la victoire, impose des armistices à la Bulgarie et à la Turquie, accélérant la fin du conflit. Le 58e régiment d'infanterie en 1914 est caserné à Avignon et à Arles. Il fait partie de la 59e brigade d'infanterie dans la 30e division 15e corps d'armée. Mobilisé dès le 2 août 1914, le régiment est envoyé dans le nord-est de la France. Dès le 11 août, il combat dans la commune de La Garde, puis à Morange le 19 et à Dieuze le 20. Il perd 2800 hommes hors de combat durant le mois d'août. Le 58e arrive dans le secteur de Bar-le-Duc début septembre et le 12 septembre, il quitte les avant-postes de la région de Malancourt pour passer en réserve d'armée. Il rejoint les lignes de Saint-Mihiel en octobre. Il est sur Verdun jusqu'en mai 1915, puis il passe en Champagne, dans le secteur de la Maine-Massy jusqu'en novembre. En 1916, il est dans le secteur de Reims, puis il paye un lourd tribut à la bataille de Verdun. 600 hommes hors de combat entre juin et août. Il passe dans l'Aisne jusqu'en décembre et début janvier 1917, il embarque pour le front d'Orient via Marseille et Toulon. De mars à mai, il est dans le secteur d'Auzines, puis il participe à l'attaque du Skra d'Illegen en mai. Le régiment occupe Athènes en juin et juillet, puis part dans le secteur de Monastir, où il organise de sérieuses positions défensives, boyaux, tranchées, blocos, et passe son temps entre travaux, patrouilles, des attaques de grande envergure, comme sur le saillant de Kiel, où il perd 120 hommes en septembre 1917. Il est dans les positions de l'ouest de Monastir jusqu'en septembre 1918, puis il part en Macédoine, dans le secteur de Mogila jusqu'en octobre. Le 4 février 1919, le régiment occupe Tiraspol. Il combat contre les bolcheviks. À Chad-Simouzi, du 8 avril au 3 mai, à New Kitchani, du 3 au 15 mai, et Zaïm, du 15 mai au 12 juin, date de sa dissolution. Le régiment est stationné en Bessarabie. Alors, nos braves méridionaux ont enfin pu regagner leur terre de France. Avec la réforme de l'uniforme adoptée tout au long de l'année 1915, la silhouette du fantassin est stabilisée pour un long moment. Sur le front d'Orient, l'uniforme est le même que sur le front occidental. Par conséquent, nous nous sommes permis de présenter des photos prises sur les deux fronts afin d'illustrer nos propos. L'uniforme bleu horizon est porté complet, même si l'on observe encore ponctuellement des pantalons culottes en velours et des guêtres en cuir. Mi-1916, la capote poirée est remplacée par la capote modèle 1915 à 2 rangées de boutons et parement de manches. À partir de l'été 1917, la vareuse modèle 1914, puis modèle 1915 avec une doublure et des poches extérieures, sert de tenue de repos et de sortie et est acceptée en tenue de combat. Elle est rangée dans le havresac par temps chaud et portée sous la capote en hiver. Les équipements en cuir fauve restent inchangés. On peut apercevoir au col les pattes indiquant le 58e régiment d'infanterie, à chiffres et sous-taches bleu foncé sur fond bleu horizon, le pantalon à passe-poil jonquille et les boutons à la grenade. Le casque Adrien modèle 1915 a été distribué en masse à partir de l'offensive de Champagne fin septembre 1915. Il est ici orné de l'attribut de l'infanterie, la grenade valorisant le combattant de la ligne depuis l'Ancien Régime. Brelage complet, 2 musettes, bidon de 2 litres et une topette d'eau-de-vie à se partager au moment de l'assaut composent l'équipement. Le brelage est composé du ceinturon, de 3 cartouchières, de la baïonnette et son gousset et des bretelles de suspension.
2 musettes, le bidon de 2 litres et une topette d'eau de vie à se partager au moment de l'assaut composent l'équipement du soldat. Il faut bien faire attention à la façon réglementaire, car pratique, de porter les équipements. D'abord, on enfile le breulage complet, ceinturon ouvert, puis le bidon à droite et la musette à gauche. Le ceinturon vient se fermer par-dessus les bretelles de musette et de bidon. Le havre-sac n'est utilisé que pour les longs déplacements, remplacé au combat et à l'assaut par la toile de tente et couverture en sautoir, des sacs de sable, des outils, les 2 musettes remplies de vivres de réserve, de pansements, d'objets divers. Notre homme profite d'une halte pour nous présenter ses effets personnels. Pour sa toilette, il emporte une serviette, un rasoir, un blaireau, un savon, un peigne, et les soldats les plus soigneux pouvaient prendre une brosse à dents. On sait que les conditions d'hygiène sur les fronts d'Europe et d'Orient ont été déplorables, avec des hommes restant souvent plusieurs semaines sans se laver, contractant ainsi de nombreuses maladies liées à la mauvaise qualité de l'eau. Il porte sur lui le livret militaire et la plaque d'identité modèle 1881, qui servira à identifier son corps en cas de décès. En guise de couvre-chef, les soldats ont à leur disposition une large gamme de coiffures, allant du bonnet de police modèle 1891, du bonnet de police à forme empire, d'abord de confection civile puis réglementaire en 1918, de l'ancien képi modèle 1884 ou 1914, et du béret alpin bleu horizon ou bleu foncé, très apprécié dans certains régiments d'infanterie et jalousé par les alpins. Les soldats utilisent la gamelle et les couverts réglementaires pour le repas et pour transporter la nourriture, ainsi qu'un quart pour s'abreuver lors des haltes, le bidon servant de réserve. Les outils, tels que pelle-bêche, pioche et de parc, cisailles à barbelés petits et grands modèles, avec des poignées isolées, sont emportés souvent sans leurs étuis en cuir. Les brodequins modèle 1917 sont la dernière évolution du brodequin modèle 1912 et apparaissent à la toute fin du conflit. Ils se distinguent par leurs rivets de renfort et sont plus hauts. L'armement est constitué du fusil Lebel modèle 1886, calibre 8 mm, au magasin tubulaire de 8 cartouches, logé sous le canon dans le fût, très précis mais de conception dépassée. Sa longueur d'1,80 m avec la baïonnette cruciforme est son principal défaut. Il est également utilisé pour le tir au tromblon VB. Le fusil Berthier 0715, calibre 8 mm, fonctionne par clip de 3 coups, comme le mousqueton modèle 1892, ce qui est son principal défaut en plus de sa longueur. Il est à la base destiné aux troupes coloniales, mais est fabriqué en masse et distribué à l'ensemble des troupes début 1916. Un magasin de 5 cartouches est adopté en 1918. La baïonnette perd son quillon et le manche est fabriqué en laiton dès 1915. Les grenades se diversifient avec l'apparition de la citron-fougue puis de la grenade F1. Le grenadier de l'escouade monte à l'assaut sans fusil mais avec des musettes remplies de grenades qui jettent en avant des troupes d'assaut afin de faire reculer l'ennemi. Début 1917, le masque M2 est porté dans sa housse, en sautoir, jamais sur la poitrine ou dans la boîte métallique. Les 2 masques sont emportés pour l'assaut. Le masque est mis sur la poitrine au dernier moment. Il semblerait que les gaz de combat n'aient pas été employés sur le front d'Orient. Néanmoins, on peut voir les masques emportés par les hommes, suivant le règlement et marqués par les expériences du front occidental. Le fusil mitrailleur Chauchat CSRG reprend les initiales de ses concepteurs, Chauchat, Sutter, Ribeyrolles et Gladiator. Adopté en 1915, il apparaît sur le front au premier semestre 1916. Il pèse 8,7 kg chargé pour une longueur de 1,14 m. Son chargeur 2001 de 20 cartouches calibre 8 mm Lebel laisse trop facilement entrer boue et poussière, ce qui le rend fragile et délicat à l'usage. Néanmoins, il apporte une puissance de feu incontestable au groupe d'infanterie lors des assauts et permet de faire office de mitrailleuse légère pour tenir une position. Il fonctionne le plus souvent en mode semi-automatique ou par courte rafale, bien qu'handicapé par sa conception, ce qui cause de nombreux incidents de tir. Une version en calibre 7,92 sera adoptée par les troupes américaines en 1918, qui sera fortement critiquée. Nous tenons à préciser que le cache-flamme présent sur notre exemplaire n'a été adopté qu'en 1918. L'équipe Chauchat se compose d'un tireur et d'un pourvoyeur. Le tireur est équipé des porte-chargeurs
et de la musette spécifique à son arme. Il emporte un pistolet rubis dans une cartouchière dorsale adaptée modèle 1916, plus large que la cartouchière standard. Le pourvoyeur est équipé d'un havre-sac spécifique rempli de chargeurs, d'une musette porte-chargeur et est armé du pistolet rubis porté dans son étui modèle 1916. Il faut en plus emporter la trousse de nettoyage du FM. En 1918, l'équipe passe à 3 hommes qui se répartissent 36 chargeurs ou trousses pour une dotation de 984 cartouches. Ils emportent bien entendu une musette pour leurs effets individuels et leurs vivres, le couvre-pied et la demi-toile en sautoir, un outil, souvent une serpe ou la pelle individuelle, 1 ou 2 bidons et les protections contre les gaz. Le lieutenant est chef de section, il commande jusqu'à 60 hommes, dont la section de mitrailleuse. À l'assaut, il sort en premier de la tranchée et connaît le premier le feu de l'ennemi. Si bien qu'un officier sur 2 a perdu la vie lors du conflit. Les officiers se font respecter par la troupe pour leur proximité avec leurs hommes, tout en étant un peu à l'écart d'eux et bénéficiant de relatives meilleures conditions de vie. Notre jeune sous-lieutenant a été récemment promu. Il vient des militaires du rang, puis des sous-officiers, et attendra encore quelques mois avant de recevoir le 2e galon, faisant de lui un lieutenant. Il possède un équipement spécifique à sa fonction. Il porte la barbe, comme cela a pu être vu à l'époque, assez ponctuellement. Afin de mener sa troupe et de coordonner les mouvements de sa section lors des combats, de commander à ses subordonnés et de se repérer, il utilise une carte rangée dans un liseur en cuir et une boussole. Le sifflet lui sert à mener l'assaut et à se faire repérer par ses subordonnés. Les jumelles permettent d'observer les mouvements de l'ennemi et de se repérer sur le terrain. Il porte une montre à gousset. À cette époque, le port de la montre au poignet par un bracelet de cuir se popularise. Sa vareuse et sa culotte sont de confection privée selon les critères réglementaires, tout comme le manteau ou la capote portés par temps froid, et dans un souci de se fondre parmi la troupe. Le ceinturon baudrier et les leggings sont d'inspiration britannique et d'achat personnel. Il porte les brodequins de troupe réglementaires, bien que les officiers étaient souvent chaussés à leurs frais de brodequins de type civil. Il est armé du pistolet rubis conservé dans son étui modèle 1916. Cette arme, plus pratique que le revolver, est couramment emportée par les cadres, bien que critiquée pour la faiblesse de sa conception et le manque de puissance d'arrêt de sa cartouche de calibre 7,5 mm. Le sabre n'est emporté que pour les cérémonies. Sur le terrain, les officiers préfèrent prendre des cannes sculptées. Nous sommes très contents d'avoir partagé avec vous cette vidéo que nous voulons dédier à tous les soldats qui ont combattu sur le front d'Orient afin de rappeler un peu leur mémoire et de décrire leurs uniformes. Nous espérons aussi que cette vidéo pourra servir aux reconstitueurs afin d'y trouver des documents d'époque et une instruction afin de porter leurs équipements et leurs uniformes de la meilleure façon possible. Pour tout commentaire, question ou avis, vous pouvez commenter sur cette vidéo et nous retrouver sur Instagram, sur Facebook, au nom de Mémoire de l'Union française. À très bientôt.